Monsieur le ministre, Monsieur le Président Retailleau, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues. Mes premiers mots iront au Président Retailleau et à ses collègues du groupe républicain pour les remercier de leur proposition de loi qui va nous permettre d'évoquer plusieurs sujets intéressant nos compatriotes résidant à l'étranger, ceux que notre ancien collègue Jean-Pierre Cantegrit avait baptisé la troisième France dans le livre qu'il leur avait dédié. Au terme de 9 semaines de confinement, à mon domicile au Royaume-Uni, je veux débuter mon propos en adressant mes pensées chaleureuses et solidaires aux malades affectés par le Covid-19 et toute ma compassion aux personnes endeuillées. À l'étranger, beaucoup de nos compatriotes sont plongés dans de grandes difficultés. Certains ont perdu leur emploi, d'autres ont dû fermer leur entreprise. Un environnement sanitaire pas toujours sécurisant dans quelques pays ajoute à l'angoisse. La rareté des liaisons aériennes bloque toujours à l'étranger de nombreux compatriotes qui ont besoin de rentrer. Aussi, au moment où je me retrouve dans l'hémicycle après plus de 2 mois de travail à distance, je veux dire à ceux qui sont dans la difficulté que mes pensées sont tournées vers eux. Monsieur le ministre, j'ai apprécié votre discours, les efforts que vous avez faits depuis votre nomination pour servir les Français de l'étranger. Mais je souhaite vous dire également que les déclarations du gouvernement depuis début mai sur la quarantaine obligatoire pour tous ceux qui reviennent de l'étranger ont été très mal perçues par nos compatriotes. De nombreux conseillers consulaires ont écrit pour s'élever contre cette mesure qu'ils ne comprenaient pas. Ce matin, le ministre Jean-Yves Le Drian a annoncé que les voyageurs français et résidents permanents en France arrivant de l'étranger hors Union européenne seront invités à se soumettre à une quatorzaine sur une base volontaire à compter de demain. Les revirements que nous observons sur ce sujet créent un climat anxiogène, nourri d'incertitudes administratives et de méfiance sanitaire. Monsieur le ministre, pourrez-vous nous rassurer sur cette question ? Nous comprenons le contrôle quand il est cohérent. Pour illustrer mon propos sur la nécessaire cohérence des contrôles, je veux partager avec chacun comment se sont passées les formalités hier en revenant du Royaume-Uni. J'ai téléchargé le document obligatoire à remplir pour revenir sur le territoire. Les Français doivent remplir un document, nom, prénom, adresse, date de naissance et cocher la case « Je suis français ». Je peine à comprendre l'intérêt de ce formulaire pour contribuer à faire reculer la propagation du virus. Peut-être pourrez-vous m'éclairer. Je remercie les auteurs de cette PPL pour les articles concernant l'amélioration, toutes ces améliorations prévues, à commencer par notre rapporteur Jacky Deromedi et Christophe Rassa, en compagnie desquels, vous le savez, j'ai été élu. Aussi, cela ne surprendra personne, je soutiendrai leurs propositions. Si ces propositions sont appropriées, j'ai conversé avec les conseillers consulaires et ils m'ont demandé de profiter de ces quelques minutes de débat pour remonter leurs priorités en termes de préoccupation. Le découplage conseil consulaire et AFE n'est pas, à leurs yeux, une réussite. L'expérience montre qu'il faudrait trouver une solution pour que tous les élus consulaires puissent participer activement aux travaux de l'AFE d'une manière ou d'une autre. Il était de la responsabilité du gouvernement de faire un bilan de la loi de 2013, qui avait été initiée par notre présidente, à l'époque ministre Hélène Conway, et de rechercher les améliorations à apporter au dispositif. Nous l'attendions, cela n'a pas été fait, nous le regrettons. Ensuite, le problème principal auquel les élus sont confrontés ne relève pas de la loi, mais de son exécution par l'administration. Les témoignages me remontent de toutes parts. Ils décrivent souvent l'administration comme un mur derrière lequel se retranchent des personnels du consulat en invoquant suivre des instructions de Paris dont ils n'ont pas copie. À titre d'exemple, je vous lis ce témoignage. Je n'ai jamais eu de nouvelles des îlots. Je ne sais même pas qui est chargé de l'îlot dans ma région. À chaque question, je reçois une réponse évasive. Des élus chevronnés notent que la reconnaissance à leur égard se dégrade. L'un m'a déclaré, quand mon pays d'adoption a connu une révolution, j'avais été associé par le consulat pour venir en assistance aux Français. Maintenant, c'est fini. Une méfiance est parfois même cultivée. Ainsi, il a été recommandé à un consul honoraire de ne pas informer l'élu consulaire sur les personnes en difficulté dans sa circonscription. On exige de certains de pénétrer dans le consulat sans leur téléphone ou leur tablette pour participer à un conseil consulaire, alors que les agents peuvent les utiliser. Ce comportement distant, voire défiant,
j'ai pu l'observer par moi-même à l'occasion d'une manifestation dans un lycée français à laquelle les élus, dont je faisais partie, n'ont pu avoir accès par risque de Covid, alors que toute l'administration, parents et enfants, pouvaient célébrer l'événement. Ce qui s'est passé en Roumanie la semaine dernière est assez significatif. En l'absence de solution proposée par l'ambassade de France, les étudiants de médecine de Cluj et Iași, en Roumanie, soucieux de rentrer en France pour passer leurs examens cet été et aussi de sortir d'un pénible confinement, se sont tournés vers le conseiller consulaire Benoît Méran pour qu'il les aide. J'en parle en connaissance de cause, car les associations des parents de ces élèves m'avaient également sollicité et j'ai pu suivre tous les progrès du conseiller consulaire. Il n'aura pas fallu plus de 48 heures à celui-ci pour trouver une solution. Il a posé une option pour un vol de 160 places auprès de la compagnie nationale roumaine, en s'assurant que toutes les autorisations légales, sanitaires et transfrontalières avaient été remplies et en toute transparence avec le poste diplomatique. Une initiative qui n'a pas été du goût de l'ambassade de France, qui a empêché le vol en écrivant, je cite, « Les étudiants français de Roumanie ne sont pas en situation de détresse, même si leur situation est inconfortable. » Plutôt que d'aider notre conseiller consulaire, l'ambassade lui-même lui a reproché de se mêler de ce qui, en fait, sont ses affaires, à savoir, je le rappelle ici, représenter les Français de sa circonscription. J'espère que l'ambassade répondra aux nombreuses questions qui lui sont posées désormais par les associations d'étudiants. Ces derniers temps, nos ministres ont félicité à juste titre le dévouement exceptionnel, et je veux l'appuyer, dont ont fait preuve nos postes consulaires pendant la crise du Covid-19. Mais il a parfois manqué d'éloges vis-à-vis de nos élus de terrain, dont beaucoup se sont impliqués avec zèle pour aider les compatriotes bloqués à l'étranger. L'accès au LEC à ce jour semble devenir de plus en plus compliqué pour les élus. Beaucoup m'ont dit qu'ils n'avaient pas pu avoir accès aux plus récentes. J'ai pu noter par moi-même que l'administration s'abrite parfois derrière une période de réserve pour durcir le comportement des fonctionnaires vis-à-vis des élus. Je vous serais reconnaissant, Monsieur le ministre, si vous pouviez éclairer un jour les élus sur cette instruction. Les conseillers consulaires font de la transparence des instructions données au poste leur priorité et appellent à un travail où ils soient mieux associés pour qu'ils puissent servir au mieux nos compatriotes. Dans ses commentaires, une élue m'a écrit « Je n'ai pu avoir une bonne communication avec le consulat que lorsque j'ai réussi à établir une relation d'amitié avec 2 consuls adjoints. Et cela me paraît être un bon message. Je veux rendre hommage à tous ceux qui savent dépasser le cadre des instructions pour nouer des relations de confiance avec les élus et les associer dans un travail collectif. J'en connais de nombreux et je veux les saluer et leur faire part de toute ma gratitude. Nous serons amenés à légiférer sur des formalités qui empoisonnent la vie de nos compatriotes et qui devraient être réglées sans même l'intervention des législateurs, comme par exemple les certificats de vie ou les actes notariés. J'y reviendrai lors des débats et présenterai 3 amendements de ma collègue du groupe, Nathalie Goulet, inspirés par son travail de lutte contre la fraude sociale. Les positions du gouvernement sur les dispositions fiscales et sociales proposées sont très attendues. J'interviendrai également en particulier lors des échanges sur les cotisations CSG-CRDS concernant les revenus immobiliers pour les personnes domiciliées en dehors de l'Union européenne, contre lesquelles je me suis élevé dès leur introduction en 2012. Je réitère donc aux auteurs et aux signataires de cette proposition de loi, aux articles variés, que mon groupe votera avec plaisir en sa faveur.